parle de vin rosé aujourd'hui sur l'antenne de Nostalgie Vallée d'Orbe. Eric Poveda et Michel Salette sont présents dans le studio. Bonjour à tous les deux. Bonjour Thierry, bonjour chers auditeurs. Et bonjour à tous. On parle de rosé aujourd'hui, donc pour découvrir ce vin que l'on apprécie avec toujours beaucoup de plaisir. Et oui, bien sûr, c'est toujours dans le cadre des Bouchées Doubles, ces émissions que l'on fait sur le terroir et nos amis producteurs. Et bien sûr, depuis quelques mois, nous partageons l'univers du vin avec notre ami Michel Salette, notre œnophile expert qui nous fait découvrir nos appellations, nos terroirs, enfin bien des choses. Et donc à l'été arrivant, nous avons quand même dit que ce serait pas trop mal de parler du rosé, qui se boit en été et en hiver, bien sûr, mais nous... C'est devenu un vin qu'on boit à l'année, non, maintenant? Ouais. Tout à fait. Et autant découvrir un petit peu les qualités, quelques secrets, et puis quelques belles pépites que l'on peut déguster dans notre région, pour que nous puissions, autour des barbecues, se régaler entre amis et en famille pour déguster ces quelques bons verres, bien sûr avec modération. Nous, c'est toujours avec modération. Le rosé, on en parle beaucoup dans la région. C'est vrai que on en boit toute l'année, mais on dit souvent que c'est un vin d'été, quoi. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il se boit frais. Ouais. Pas glacé, attention, hein. Ne commencez pas à me mettre des glaçons dans le rosé. Ça, moi je mets jamais de glaçons dedans. Ouais. Donc il se boit frais, entre 8 et 10 degrés. Donc c'est un vin en même temps, c'est un vin d'amis, un vin de copains. Et je dirais même mieux, moi j'aime beaucoup ce mot, un vin de liberté. Ça veut dire quoi? Pour moi, c'est liberté dans la couleur. Vous avez vu toutes les robes de rosé qu'il y a? Ça va des rosés très très clairs à des rosés beaucoup plus foncés. Hein. La robe, je l'expliquerai peut-être un peu tout à l'heure, vient de la vinification, de la méthode de vinification. Et en aucun cas, c'est un critère de qualité. Hein. Ça, il faut bien être clair dessus. Donc c'est la liberté dans la couleur, c'est la liberté dans les cépages. Énormément, avec tous les cépages rouges, on peut faire du rosé. Hein, donc, que ce soit du cinsault, du grenache, là on a du pinot. Là, le rosé donc vient de raisins rouges. Obligatoirement. D'accord. Hein, alors, c'est pas des raisins rosés. Voilà. Alors, il y a de la liberté aussi dans la création des bouteilles. Tiens, on a sur il y a une bouteille qui est hors gabarit. Hein. On a un Magnum de Saint-Hippolyte de la coopérative de Fontes. Ça mesure combien ça fait au moins 50 cm, non? Oui, largement. Ouais. Et à côté, on a un pennat, c'est-à-dire un pétillant naturel, d'origine de la région de Limoux, chez Denois, qui est un rosé de pinot qui est vinifié sans sulfite et donc avec des bulles, traditionnellement la méthode ancestrale. Vous voyez, la liberté de création des vignerons, elle est énorme dans le rosé. Alors, à part ça, en appellation quand même, quand on est dans des appellations, qu'on est par exemple sur Faugère ou sur Saint-Chinian, on a des contraintes un peu plus restrictives parce que l'appellation ne permet pas de faire un peu toutes les fantaisies. C'est pour ça que beaucoup de vignerons sortent un peu de l'appellation pour les rosés pour être créatifs. Et dans les bouteilles, vous avez vu les bouchons, c'est des vis, c'est des bouchons en verre, c'est de tout. Je l'ai pas, moi, cette feuille-là, avec toutes ces bouteilles. Parce que c'est nouveau, ça vient de sortir. Voilà, il envoie des communiqués, Michel, mais il en garde pour lui. Il faut bien que je garde pour la bouche. Écoutez Thierry, je l'ai rencontré pendant la préparation de ce travail, et juste, j'avais une petite question à vous poser, Michel. Le rosé se fabrique comment, puisqu'on part à partir de cépages rouges, et comment ça se fait qu'il devienne tout rosé? Alors, oui, effectivement. Bon, on parle des cépages rouges. Alors, déjà, ce qui est absolument faux, le rosé, c'est pas un mélange de blanc et de rouge. Vous le savez tous. Hein. Ouais. Ça, c'est clair. Par contre, et dans la région, ça se fait, on peut, au moment de la vinification, c'est-à-dire un moment avant de la fermentation, mélanger des raisins blancs et des raisins rouges pour faire du rosé. Ça, on peut le faire. Mais une fois que le vin est fait, c'est interdit de mélanger. Donc, il y a deux grosses méthodes de vinification. Le pressurage direct, qu'on appelle, c'est-à-dire qu'on ramasse et très vite, le plus vite possible, on presse. Parce que si on laisse la peau en contact avec le jus, qui lui est incolore, ça colore beaucoup. Donc aujourd'hui, beaucoup de rosés sont des rosés de pressage direct, qu'on appelle. Et après, il y a une autre technique qui est le rosé de saignée, qu'on appelle, c'est-à-dire qu'on met tout dans la cuve, la pulpe, le pot, les raisins, tout le jus,
Et on laisse, alors là, tout est l'art du vigneron, entre 6h et 18h. Rappelez-vous, à l'époque, Saint-Saturnin, on disait le rosé d'une nuit, par exemple. Oui, ça faisait 12 heures. Et là, on laisse, et alors bien sûr, on a des rosés beaucoup plus colorés, mais avec des arômes beaucoup plus complexes aussi. Donc, il y a vraiment deux pressurages directs ou macération pelliculaire qu'on appelle de 6h ou 18h. Voilà les deux techniques de fabrication. Voilà, ça c'est pour faire du rosé. Donc on rappelle, on part de vin rouge, de raisin rouge. De cépage rouge. Souvent on dit qu'il faut ça se garde pas le rosé, on le boit tout de suite. Alors. Info, intox. Les deux, mon adjudant. Info et intox. Voilà. Vrai, quand il s'agit de rosé simple, parce qu'il y a vraiment des profils de rosé différents. Lorsqu'il s'agit de rosé simple, de rosé, disons, conventionnel, monocépage, où on a des prix de revient qui sont pas très chers, on n'a pas une complexité aromatique élevée. Donc ça, c'est clair que c'est des vins rosés qu'il faut boire dans l'année. D'ailleurs, ça se voit très vite. Le rosé prend très très vite des teintes avec des nuances un petit peu orangées. Et donc, et ça veut dire quelque chose. Par contre, lorsqu'on est plus il est foncé, plus il est vieux. Non, pas forcément. Pas tout à fait. Non, c'est pas tout à fait ça. C'est la couleur. Dès qu'il prend des couleurs dès qu'il y a un petit peu de jaune, un peu de l'orange dedans, là c'est qu'il vieillit. Il y a des débuts d'évolution, des débuts d'oxydation, d'évolution. Alors il y a certains rosés qui eux se conservent très bien. Vous prenez des rosés dits gastronomiques. J'ai en tête par exemple un rosé de Faugère, par exemple, la cuvée Amour de Prélas. Moi j'ai goûté il y a pas longtemps en 2020. Il était magnifique. 2020, ça fait que 2 ans. Ah ouais, mais pour un rosé, déjà, c'est pas mal. Ah oui. C'est pas mal. Donc, si vous achetez un rosé, disons, d'entrée de gamme, il faut vraiment un rosé de l'année. Si vous achetez un rosé beaucoup plus complexe, des rosés de terroir qu'on appelle, là, 2-3 ans, ça va. Mais c'est pas des vins de garde, sauf vraiment exceptionnel de 10-15 ans, quoi. Il faut surtout pas aller là-dedans. Parce qu'ils perdent sa fraîcheur. Donc, à consommer rapidement ces rosés. On les choisit comment? Ah là là. On les choisit comment? Chaque fois, je répète toujours pareil, je suis désolé, mais. Et en dégustant. En dégustant. Ouais. En dégustant, parce que vous avez vu, là on a sur la table un prototype de rosé, c'est des bulles. Il y a très légèrement de sucre, vous le sentez à peine, mais ça enlève éventuellement la dureté de l'acidité. Non, surtout c'est le goût de framboise. Il l'a trouvé tout seul. Donc voilà, c'est du bonheur, quoi. C'est un truc entre amis, c'est simple. Ceci dit, c'est simple, mais là on a un petit bout de foie gras et on vient de le déguster avec un petit bout de foie gras. Je vous garantis que ça va bien. Ouais. Ça se marie merveilleusement bien. Alors le rosé, oui, parce que souvent on en parle, on dit c'est l'apéro. C'est pas que l'apéro, loin de là. L'avantage du rosé, c'est que quand vous avez des rosés il y a une palette aromatique qui est très large. Si vous prenez un rosé d'entrée de gamme pour l'apéro, ça va très bien. Et si vous voulez manger avec et tout, on a des rosés un peu plus structurés, un peu plus gastronomiques. Et dans la région de la Haute-Vallée, on fait des très bons rosés parce qu'il y a de la fraîcheur. Et ça, c'est très important. Mais vous nous dites, il faut déguster. Ici, on a du vin partout. On passerait notre vie à aller à Faugère, à aller à Seychignan, à aller dans la Haute-Vallée de l'Or. Notre vie à le faire, déjà. Oui, non, mais vous, mais les gens qui ont un vrai métier, comment font-ils? Mais c'est vrai que ce monde du vin n'est pas toujours simple. C'est vrai. Parce que si vous choisissez un rosé à l'étiquette, à la bouteille, à la couleur, vous pouvez vous faire avoir complètement. Parce que les gens du marketing sont très forts là-dessus. Ah oui, c'est vrai qu'il y a de très belles bouteilles. Mais il y a celle-là qui est immense là. Ouais, mais ça encore, c'est une. Non, elle est grande. Ouais, mais elle est grande, elle est jolie, c'est très attirant. C'est un magnum. Oui, c'est un magnum. Mais quand je suis arrivé à la cave, parmi tous les autres vins qui font et toutes les autres bouteilles qui font, ça vient de Fontès, hein. Celle-là, elle vient de Fontès. Alors c'est en plus la cuvée Saint-Hippolyte qui est un vin quand même plutôt de qualité. De gamme. C'est un vin de gamme, ça. Attention. Voilà, c'est un vin de gamme. C'est un vin d'assemblage, c'est pas. J'ai choisi ça pour vous, Thierry, pour qu'on voit. Oui, ça je signale que la bouteille est fermée là, cher ami. On va l'attendre un petit peu peut-être. Non, mais voilà. En tout cas, en termes de marketing, si vous voulez, quand vous arrivez dans la cave, dans le caveau, vous voyez pratiquement que ça. Alors, évidemment, il y a beaucoup d'autres choses, mais c'est vrai, comme vous le dites, Michel, comme tu le dis, Michel, effectivement, en termes de marketing, on peut nous attirer vers ce qu'on a envie, quoi, en fait. Ouais. Bon, là, il se trouve que c'est bon en plus. Ah, ben moi, j'ai participé à des sélections de rosés, par exemple, où on avait une palette de couleurs, et il fallait faire le rosé de la couleur qu'on nous demandait.
Vous voyez? Donc, c'est un peu les pièges de, si vous voulez, je vous ai dit que le rosé c'était la liberté, mais la liberté, des fois, derrière, des fois, il y a un petit peu d'anarchie. Donc, soyez prudents quand vous achetez du rosé. On fait une petite pause de musique et de pub et on revient vous parler de rosé et de leurs couleurs surtout. De suite et fin de cette intervention sur le rosé. Michel, on a parlé de couleurs de rosé et c'est vrai qu'il y a une palette énorme. Ah oui, elle est incroyable même. Et alors cette palette, elle vient, vous l'avez compris, de la méthode de vinification. Et le rosé n'est pas forcément rosé d'ailleurs. C'est-à-dire la couleur. Ah non, effectivement. Ouais. Il y a des couleurs qui sont de saumon, il y a des couleurs qui sont ainsi de suite. Ouais, parce que là, je vois violacé, pelure d'oignon, ça va du jaune au violet, quoi. Alors, comment est violet la couleur? La couleur vient, donc, de la méthode de vinification, également du cépage. Par exemple, tiens, on en a deux devant. On a le Magnum de Saint-Hippolyte, du prieuré Saint-Hippolyte de Fontès, qui a une couleur qui est un petit peu tire, alors que c'est un 21 qui tire un tout petite pointe de jaune, mais très légère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je sais pas, mais ça veut dire sans doute qu'il y a du grenache dedans. Parce que le grenache, c'est un cépage qui donne une couleur un petit peu plus dorée au vin. Voyez. Alors, par contre, le pinot, qui a une couleur, une robe beaucoup plus... Il est foncé, celui-là. Voilà, il est plus soutenu. Alors, là, on est un peu à part, on est dans un monde un peu à part, parce que c'est un pétillant naturel, donc c'est vraiment la liberté du vigneron totale. Il s'est éclaté à faire ça, c'est une cuvée spéciale, d'ailleurs il n'y en a pas beaucoup, il y en a très peu. C'est le vigneron qui s'est amusé, il s'est fait plaisir, il adore ça, il s'est fait plaisir. Il y en a très peu, et on l'a bu aujourd'hui dans les studios de Nostalgie. Elle est pas belle, la vie, ouais. Et c'est sans sulfite, et c'est bio. Donc je veux dire, là, on est au top au niveau qualitatif, quoi. Ça se déguste d'une façon particulière, le rosé? Comme le rouge. D'abord, regarde la robe, donc la robe. Alors vous avez vu, aujourd'hui, j'ai amené des verres différents. C'est les verres Inao qu'on appelle. C'est les verres officiels de dégustation qu'on appelle ça. Ah. Bon, pour moi, c'est pas ce que je préfère à déguster parce qu'ils sont pas. Mais par contre, en termes d'expression aromatique, c'est ce qui donne la meilleure expression aromatique. Donc la robe, là voilà, on le voit. Donc là, on est sur une robe un peu œil de perdrix qu'on appelle. Donc c'est très très joli comme robe. Voilà. Après il y a le nez classique. Le nez. Ah, ça sent la framboise. Il est content, la framboise. Effectivement. Alors là, on est sur un fruit frais, un fruit assez vif. On sent la vivacité. Et après en bouche, je vais pas boire parce que je vais déguster. Sinon, ça va être compliqué, oui. Ça m'occupe. Voilà, mes collègues s'occupent de ça. Et là, on a des arômes de framboise, mais de framboise fraîche. C'est pas de la framboise mûre, c'est pas lourd, ça écrase pas du tout. C'est de la fraîcheur. Et comme et volontairement, le vigneron a voulu garder un tout petit peu de sucre. Alors vous savez comment il fait pour garder un petit peu de sucre? Il laisse fermenter. Et après, à un moment donné, il arrête la fermentation quand il décide d'arrêter par le froid. Et les levures ne travaillent plus. Donc, il reste du sucre résiduaire. Là, il y a 8 grammes de sucre résiduaire, ce qui est faible. On le sent à peine. Mais l'avantage qu'il y a, c'est que ça fait un produit qui passe partout. Là, il nous manque une charlotte aux fruits, mais Eric, elle l'a pas trouvé. Là, ça veut dire quoi? On pourrait le prendre en dessert, c'est ça? Absolument. Ouais. C'est là l'intérêt de ce type de produit. Ça passe à l'apéro. Vous avez vu, avec du jambon, ça passe impeccable. Du foie gras, c'est top. Voilà. Même une viande grillée, ça passe. Un poisson, ça passe. Donc, c'est très consensuel comme démarche. C'est vraiment ça, c'est ce que j'aime beaucoup dans le rosé. Quand on choisit des rosés de qualité, c'est très consensuel. Bien, on a fait le tour, on va s'arrêter là, Michel, parce que sinon on pourra en parler pendant des heures. Eric Poveda voulait nous parler de son actualité, parce que maintenant, Eric Poveda a une actualité. Alors, c'est un artiste. C'est l'info du jour. Avant l'actualité, c'était juste pour compléter le travail qu'on fait avec Michel et vous, Thierry. Nous baladons par-delà nos vignes et nos villages pour déguster. Donc, allez vraiment déguster. Vous trouvez des producteurs, des caves. Nous avons fait le tour. Et du rosé, par exemple, on en a trouvé. On en a dégusté un petit peu partout. Oui, vous, ça s'entend. Bon. Je sais pas. À titre d'information, le Languedoc, contrairement à ce qu'on pense, est la première région de rosé en France. D'accord. Devant la Provence. Alors qui viennent pas nous raconter des trucs. En volume, je parle, pas en prix. Ah, non, et en qualité. En qualité, on a de très très beaux produits. Merci à tous les deux.